Moi, j'aurais peut-être une première question pour la neurologue sur la télésurveillance, le télésuivi. Ouais, peut-être que vous puissiez venir avec nous. Parce qu'en fait, en cardiologie, on parle beaucoup de télésurveillance, de télésuivi de nos patients, et ça nous permet d'éviter qu'ils reviennent à l'hôpital. Et j'ai vu que ça vous posait problème qu'ils ne reviennent pas à l'hôpital. Nous, on est contents quand ils ne reviennent pas. Alors, je suis d'accord qu'on est contente qu'ils puissent ne pas revenir. Moi, j'aime bien les voir parce que j'aime bien les évaluer. Après, nous, ce qu'on n'a pas et qui existe, qui est maintenant assez bien développé en cardiologie, c'est qu'on n'a pas encore d'IPA. Donc ça, c'est quelque chose qui manque, les infirmières de pratique avancée. Il y en a en neuro, juste dans les unités de neurovasculaire, et c'est en train d'apparaître tout juste. Donc c'est vraiment le chaînon manquant, à mon sens, pour l'évaluation de nos patients à distance, d'avoir un interlocuteur qui permet de saisir un certain nombre de données et de voir avec nous pour d'éventuelles adaptations. Mais une IPA, par définition, c'est transversal, donc pourquoi il n'y en aurait pas ? Enfin, il n'y a pas d'obstacle légal ou quel qu'il soit pour qu'il n'y ait pas une IPA. Alors, je pense qu'il y a certaines spécialités ou certaines spécificités pour les IPA, et pour l'instant, ce domaine n'en fait pas partie, en tout cas. C'est pas possible. J'ai essayé d'en avoir et ce n'est pas possible parce qu'on ne rentre pas dans les critères. On a eu une discussion avec la filière Philnomus cette semaine, et effectivement, pour l'instant, c'est pas la neurologie ne rentre pas dans les critères dans les pathologies qui peuvent être ouvertes aux IPA. Il faut que ça change. Moi, je vais aussi profiter d'avoir le micro pour poser 2 questions à Arnaud Jacquard. Vous nous avez parlé des anticorps bispécifiques avec des réponses hématologiques très importantes. Est-ce que les patients qui ont des réponses profondes auront une récupération des organes plus rapide ? Alors, c'est court, 10 minutes. Donc, je précise, les anticorps bispécifiques, ça paraît vraiment quelque chose, un apport énorme, parce qu'on met en rémission des malades qui répondent plus à rien. Mais théoriquement, il faut avoir un myélome pour avoir droit pour pouvoir avoir des anticorps bispécifiques et avoir reçu au moins 3 lignes de traitement. Donc, dans les amyloses, théoriquement, il faut avoir au moins 10% de plasmocytes. Et surtout, vous avez vu à quel point ça fait baisser les immunoglobulines monoclonales, mais ça fait baisser aussi les immunoglobulines polyclonales. Donc, ce sont des traitements qui sont assez immunosuppresseurs. Et maintenant, on donne des immunoglobulines polyvalentes aux malades pour compenser cette baisse très importante des immunoglobulines, des anticorps et donc des défenses immunitaires. Et les patients continuent quand même à faire des infections. Donc, pour l'instant, on réserve ces traitements aux patients qui ne répondent pas à nos autres traitements. Si vous avez des traitements qui sont beaucoup plus simples. Le daratumumab ou le disatuximab sont extrêmement bien tolérés et peu toxiques. Et après, là, oui, est-ce que les atteintes d'organes, oui, plus vous êtes en rémission profonde, plus les organes s'améliorent. Une étude italienne a montré chez des patients en rémission complète avec des chaînes légères normales, donc rémission complète immunologique avec nos tests habituels, ceux qui avaient une maladie résiduelle négative avaient 90% d'amélioration de l'atteinte cardiaque versus 60% chez les autres. Donc clairement, plus vous descendez bas, plus les organes vont s'améliorer. Et mon autre question, c'est la place actuelle ou future des carticelles. Alors en hémato, carticelle bispécifique, il y a un peu une bataille, que ce soit pour les lymphomes ou pour les myélomes. On n'a pas beaucoup les bispécifiques, c'est sûr que ça va être quelque chose d'important, et puis on commence à avoir beaucoup de malades traités. Les carticelles, il y a eu un patient traité en Espagne et 11 patients traités en Israël, avec des excellents taux de réponse, mais quand même, c'est un peu compliqué l'étude israélienne, parce que 6 des 11 patients sont décédés dans la première année. Alors, ils ne sont pas décédés de complications immédiates du traitement, comme on peut voir dans les carticelles, mais quand même, ça pose question. Donc, c'est quand même un traitement qui est beaucoup plus lourd. On a plutôt envie de faire des bispécifiques pas longtemps, plutôt que des carticelles. Mais bon, ça peut changer. Il y a des nouveaux CAR qui arrivent, qui sont différents, et ça pourra changer. Mais c'est sûr que le traitement du myélome, c'est vraiment un excellent traitement du myélome. Donc, ça peut l'être aussi des amyloses. Merci. Du coup, j'enchaîne sur la même thématique. Olivier nous a dit qu'on pouvait faire de la transplantation cardiaque quand on avait une amylose AL traitée.
et que le cœur était malade. Et c'est vrai que des fois, on a envie d'inviter l'hématologue pour savoir si, à tout hasard, il ne faudrait pas être plus agressif sur le traitement de l'amylose et ne pas transplanter le patient. Il y a toujours cette idée qu'en traitant mieux l'amylose, en reprenant le traitement, on va pouvoir traiter la cardiopathie. Est-ce que c'est vraiment un espoir ou est-ce que c'est illusoire? Clairement, c'est un espoir. À partir du moment où on met le malade en rémission complète, beaucoup de malades vont s'améliorer. Mais quand il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de cœur, quoi. Si vous voyez arriver quelqu'un avec 8 de tension, 5 de strain et une dyspnée de stade 4, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense qu'à part une transplantation cardiaque, on ne va pas le sauver. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut raisonner maintenant, c'est qu'on pourra mettre quasiment tous les malades en rémission. Donc à la limite, si vous avez quelqu'un de jeune qui arrive avec une cardiopathie extrêmement sévère, il ne faut même pas se poser de questions. Si vous pouvez, il faut le transplanter. Mais je sais que c'est pas très facile. Il faut le transplanter avant de le traiter, parce que si vous le transplantez pas, vous allez en perdre peut-être 40-50% dans les 3 premiers mois, le temps de démarrer le traitement. Mais ça, c'est vraiment pour les plus graves. Sinon, si on n'est pas dans les malades, on a beaucoup de malades de stade 3B de la Mayo Clinique qu'on a mis en rémission complète très rapide et qui se sont améliorés petit à petit. Donc c'est quelque chose de difficile de savoir. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'améliorer ou au contraire, est-ce que de toute façon, il n'y a plus de myocytes, quoi. Et donc la seule chance, c'est de leur greffer le cœur. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Il y a une question oui. sur le chat, c'est dosage du tafamidis, 20 ou 61 mg. Donc je ne sais pas si c'est un neurologue ou un cardiologue qui répond. Un cardiologue qui bosse avec les neurologues. Actuellement, le 20 mg, c'est pour la polyneuropathie et le 61 mg, c'est pour l'atteinte cardiaque. Voilà. Et en général, on en discute ensemble pour se mettre d'accord quand il y a débat. Quand il y a les deux atteintes. Quand il y a des deux, on met du 61, quoi. Thibaut? Oui, une question sur les anticorps bispécifiques. On a eu le plaisir pour les patients de le tester, mais en 3e ligne de traitement, puisque il faut attendre la 3e ligne, de ce que j'ai compris. Il faut qu'ils aient eu 3 lignes, donc c'est la 4e ligne. Et donc, pour nos patients qui ont des atteintes cardiaques, quand il faut attendre 3 lignes, c'est quasiment 3 à 4 mois. Donc, en fait, les nôtres, ils n'ont plus de cœur, quoi. Donc, on a une super réponse hématologique, mais la réponse d'organe, elle ne suit pas. Donc, ma question, Arnaud, c'est quand est-ce qu'on pourra les mettre en première ligne, en fait? Parce que finalement, c'est ça qu'il faut faire. Je pense, enfin, je ne sais pas si on les mettra en première ligne, parce que c'est quand même des médicaments qui sont assez toxiques. Par contre, les chaînes légères, c'est la demi-vie, c'est 2 heures, donc on peut regarder très vite si le traitement marche. Tu peux faire un traitement à base d'anticorps anti-CD38, tu regardes au bout d'une semaine, si le malade est en rémission complète, tu n'as pas besoin de faire plus fort. Tu vois, je pense qu'on aura nous on a toujours fait comme ça, hein, faire un traitement en fonction de la réponse et qu'on va regarder de façon très très rapprochée pour les malades les plus graves. Mais en première ligne, je ne sais pas. Le protocole avec le bispécifique d'AbbVie, c'est en 2e ligne. Donc déjà, c'est plus tôt, mais c'est un protocole. Mais les choses bougent, hein, c'est clair. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour le cardiologue. Les effets secondaires et les contre-indications du dapagliflozin. Les inhibiteurs de SGLT2, c'est essentiellement, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, c'est les infections urinaires et les infections urogénitales, ouais. Et après, on a une chute une chute un petit peu. Il faut surveiller la fonction rénale. Il peut y avoir une petite chute de la fonction rénale. Sur certaines études, notamment dans l'amylose cardiaque, là, ils montrent qu'il y a une petite chute de la fonction rénale, mais qui est tout à fait tolérable. Donc toi, tu penses que tous les patients avec une atteinte cardiaque un peu sévère, il faut leur enlever? Sur les amyloses cardiaques, nous, on les met systématiquement, d'autant que la molécule, donc je vous disais, on a un tableau typique d'insuffisance cardiaque dite à fraction d'éjection préservée, mais cette molécule a été validée initialement dans la fraction d'éjection altérée. Ce qui fait que quel que soit le niveau de fraction d'éjection, les recommandations positionnent la molécule en classe 1. Et c'est pour ça que je montrais ces recommandations, parce qu'on avait peu de données, à part cette étude que je vous ai montrée qui est sortie cette semaine, mais on avait peu de données dans l'amylose cardiaque, mais tout le monde considérait qu'on était sur un tableau d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et maintenant, on a ces études qui arrivent dans l'amylose cardiaque. Juste peut-être un tout petit bémol, c'est que des fois, c'est des médicaments qui peuvent être hypotenseurs.
Donc il y a des fois, il y a des trous d'air au moment où on les introduit, donc il faut ajuster. Ouais. Moins qu'avec les autres, quand même. Ouais, mais C'est bon, pas les voilà. IEC, quoi. C'est pas les IEC. Enfin, moi, j'en ai déjà eu des problèmes de tolérance au moment de l'introduction. Surtout quand il y a une grosse dysautonomie, faire attention. Il y a eu des gros problèmes avec deux malades avec l'Entresto. Là, je pense que l'Entresto, c'est vraiment contre-indiqué. Alors là, on est pour le coup sur une double action vasodilatatrice majeure, ce qui fait que c'est même chez nos patients non amylose, c'est souvent très très hypotenseur. Cela dit, de façon très surprenante, ils tolèrent bien. Pour les glyphosines, comme c'est natriurétique, de temps en temps, il faut aussi ajuster les doses de diurétique parce que ça arrive de temps en temps qu'il faille réduire un peu les doses de furosémide au moment où on les met. Ça, c'est l'apanage de toutes les molécules qui fonctionnent finalement. Ce que j'ai pas dit aussi, et ce qui est montré sur les diurétiques et sur la volémie, là, ce qui est clairement montré aujourd'hui, c'est que l'évolution du traitement diurétique est un marqueur de suivi de la pathologie et de pronostic de la pathologie. C'est-à-dire, si on est obligé d'aller sur de l'escalade de dose, c'est un marqueur comme quoi on est face à une progression. Donc ce que tu dis est important, parce que le fait de devoir diminuer la posologie des diurétiques est plutôt en faveur de quelque chose de meilleur pronostic. Moi, j'aurais une petite question sur le vénétoclax. Je voudrais savoir, donc, en cas de translocation 11-14 et donc en première rechute, on a introduit du vénétoclax pendant 1 an. Donc, c'était mon cas. Donc, bon, j'ai été répondeur et là, je suis toujours en rémission. En cas de rechute, je pense qu'on me remettra du vénétoclax. Et combien de fois on peut remettre du vénétoclax? On ne sait pas. J'ai un des premiers patients que j'avais traité, je l'avais traité 7 mois, il est resté 1 an et demi en rémission après l'arrêt du vénétoclax, alors qu'il répondait vraiment pas bien aux autres traitements. Bon, il a remonté tranquillement ses chaînes légères sans réaggraver ses organes. Je lui ai redonné du vénétoclax, il est à nouveau en rémission complète, maintenant depuis à peu près 1 an. Donc on a l'impression que ça marche quand on le remet, si la rechute n'est pas rapide comme d'habitude après l'arrêt, mais on n'a pas l'expérience de plusieurs réintroductions encore. Mais là, si mettons, il rechute, vous remettrez du vénétoclax, vous retenterez le... Oui, parce que c'est un traitement qui est bien toléré, qui n'est pas très embêtant à prendre. Hein. C'est 4 comprimés par jour, même s'ils sont un peu gros et durs à avaler, et ça a assez peu d'effets secondaires. Mais ça ne marche que s'il y a une translocation 11-14. Et l'amylose AA, alors du coup, on en parle des fois en cardio en disant que ça n'existe pas en cardio. Et pourtant, ça existe un peu. J'ai vu, il y a quelques pourcentages et c'est vrai qu'on en entend parler de temps en temps. Est-ce qu'il y a des tips and tricks pour ne pas passer à côté d'un potentiel diagnostic d'amylose AA, à part le fait qu'il faut avoir une CRP élevée? Dans plus de 90% des cas, ils ont une atteinte rénale avec un syndrome néphrotique. Hein. L'atteinte cardiaque de l'amylose AA, c'est compliqué et c'est souvent des patients qui ont une maladie très, très, très évoluée, très avancée. Donc, classiquement, on dit qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque de l'amylose AA, mais en vrai, vraisemblablement, avec une maladie très avancée, ils peuvent avoir des dépôts et une cardiopathie peut-être amyloïde, mais ce n'est pas clair. Mais pas isolé, en tout cas. Non. Ça marche, merci beaucoup. D'autres questions? Ouais. Il y a le micro qui n'est pas loin. Merci. J'ai une petite question pour Vincent Algararondo. Dans votre slide relative à l'acoramidis, vous aviez indiqué une phrase c'était indiqué avec un point d'interrogation pour le traitement pour patients présymptomatiques. C'est en discussion, c'est Voilà, je voulais l'essai savoir ce Acterly. qu'il en était, merci. Voilà, c'est l'essai Acterly qui n'a pas encore démarré, mais qui effectivement s'intéresserait aux patients qui sont porteurs d'un variant de la transthyrétine et qui seraient dans la décade à risque pour traiter de manière anticipée les patients qui sont porteurs de variants asymptomatiques, avec derrière des critères d'évaluation sur l'apparition d'une amylose à transthyrétine symptomatique, soit sur l'atteinte cardiaque, soit sur l'atteinte neurologique. Voilà, l'essai n'a pas encore démarré, mais comme on était en train de parler du futur... Et un peu dans le même ordre d'idée, une amylose à transthyrétine non mutée, détectée par une scintigraphie faite pour autre chose chez un patient complètement asymptomatique qui a une écho-cœur normale et disons une IRM normale, c'est une indication de traitement ou simplement surveillance? Alors
c'est rare que quand ils ont une scintille vraiment positive, ils aient que ça. Généralement, l'écho-cœur n'est pas normal et on peut avoir des patients qui ont des amyloses à transthyrétine qui se disent paucisymptomatiques ou asymptomatiques alors qu'ils ont déjà une atteinte. Nous, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez fréquente chez les patients qui ont des atteintes mixtes avec une neuropathie qui masque un peu les symptômes cardiaques. Ces patients, clairement, il faut les traiter aujourd'hui. Peut-être qu'on en a parce que nos scintigraphistes ont fait une étude sur la fréquence des amyloses, la prévalence des amyloses ATTR. Donc ils ont repris toutes leurs scintilles faites pendant des années. Et donc ils ont prévenu les patients, ils les ont envoyés voir les cardiologues et ils ne sont pas été recrutés parce qu'ils avaient une insuffisance cardiaque. Et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de patients, peut-être qu'on les détecte très tôt et qui n'ont pas encore une maladie symptomatique. Là où je rejoins Vincent, c'est que quand la scintille est positive, c'est assez rare, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais d'avoir une écho normale quand même. Et on a, enfin, j'aurais tendance à croire qu'on a plus le phénomène inverse, à savoir on a des échos qui commencent à se modifier et malheureusement la scintille est encore négative. En tout cas, c'est un peu l'expérience que j'en ai. Parce que c'était à peu près 4% des hommes de plus de 75 ans qui avaient une scintille positive. Ça, c'est une étude espagnole et on a trouvé la même chose. Donc ça fait quand même beaucoup de malades. Hein. C'était 4% des hommes de plus de 75 ans et 1% des femmes dans le papier espagnol. Alors les études italiennes montrent que c'est moins de 1%, c'est 0,84% exactement. Et ensuite, ce qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont fait une scintille. C'est bilan d'extension de cancer de la prostate. Donc ce sont des hommes, généralement, qui ont des prostates. Et qui n'ont plus 20 ans. Enfin, après, tout est possible. Mais qui n'ont plus 20 ans. Et ensuite, ce sont des indications rhumatologiques sur des sujets souvent un peu plus âgés. Donc, du coup, on ne peut pas en faire des études de prévalence. C'est des populations sélectionnées. Si tu veux. 4%, ça me paraît énorme. Hein. La problématique qu'il y aura, après je ne sais pas, je ne l'ai pas ce papier, donc il faut que je le voie, mais la problématique que tu vas avoir, c'est que sur la scintillose conventionnelle, il n'y a pas de tomos, ce qui fait que toutes les fixations dues à de l'activité résiduelle seront considérées comme de la fixation cardiaque. Cela dit, ça veut dire que, enfin, ça paraît beaucoup quand même, hein, mais il faut voir ce qui est véritablement de l'amylose sous-jacente. Mais après, il y a des papiers qui montrent, et tu as raison de le souligner, que ce soit de la fixation myocardique ou pas, au milieu, il y a de l'amylose, et du coup, ça altère le pronostic. On va rester un peu polémique là, un peu cardiologique, je suis désolé. J'ai un bloc droit, je suis en F1 et j'ai un hémibloc antérieur gauche. J'ai des QRS à 150 millisecondes. Je suis implanté ou pas? Ça dépend où tu arrives. C'est à toi que je pose la question. Moi, je suis resté sur le fait... Alors, on a eu, comme peut-être dans beaucoup de centres, des mouvements de balancier sur les indications de stimulation. Nous, à un moment, on a été dans les premiers à dire qu'on faisait des implantations préventives. Actuellement, moi, j'ai tendance à quand même bien faire l'explo, essayer de valider que le bloc est bien infranodal, etc., avant de discuter une implantation prophylactique, parce que on a eu un certain nombre de complications sur des implantations préventives. C'est des patients en particulier sur les ATTR héréditaires qui, s'ils sont implantés très tôt, ont le temps de développer des complications. Ils n'ont pas forcément beaucoup plus de complications que les autres, mais quand ils sont implantés, par exemple au Portugal, tous les patients qui étaient transplantés hépatiques avaient des implantations préventives et j'ai revu hier un patient qui a fait une endocardite à 50 son implantation. Donc actuellement, il n'y a pas d'attitude consensuelle. Et dans les recommandations européennes, il n'y a pas non plus d'indication prophylactique qui est retenue. Voilà. Et ceci étant, il y a ce qui est recommandé, puis il y a ce qui est fait en réalité. Et en réalité, il y a quand même plusieurs centres qui font des implantations préventives. Oui, on a la même attitude, nous. Sur le préventif, on essaye de valider, comme tu le disais, hein, on passe par une explo, on ne met pas juste sur l'électrode surface, mais peut-être que ça a tort, je ne sais pas. D'autres questions? Parce que sinon, j'en ai d'autres, moi. Hein. Mais je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs.
temps? On peut s'arrêter? On s'arrête. C'est ton train, Erwan. Hein, après, c'est mon train, ouais. Il n'y a pas que moi qui prends un train, je pense. Non, mais on peut peut-être terminer là, alors. Merci beaucoup. C'était vraiment super passionnant. Très beau topo.